Allez, on est en route pour du coup un nouveau live aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voilà, tac, il m'a remis l'ancien titre. Voilà, créons des relations vivantes. Voilà, Non, c'était pas là, créer. j'ai pas la totalité, moi. Non. Alors, créons des relations vivantes. Pourquoi il ne me met pas? Ah, ça y est. Ah ouais, attention, c'est petit suspense. Des relations vivantes. Allez, du coup, on a pris un peu de retard aujourd'hui. Vous pouvez vous installer confortablement. Et aujourd'hui, on aborde une nouvelle thématique. 1 heure plus tôt que d'habitude. Voilà, puisque du coup, nous allons s'arrêter pour 15 heures, parce qu'à 15 heures, il y a le discours du gouvernement et on pourra regarder un petit peu ce qu'il en ressort, aussi pour savoir un petit peu quelles seront nos libertés d'action, de travail, de communication, et nous, dans le cadre de la formation, savoir si effectivement, comme on a replanifié, on a refait tout l'agenda. Olivier mettra un post dans l'après-midi avec justement le lien vers toutes nos formations à venir qu'on a modifiées, notamment celle avec Amel aussi pour Annecy-Genève. Voilà, on a annulé Genève parce que du coup, ça risquait de compliqué avant la rentrée pour Genève. Et on a Annecy, on a décalé sur les dates de Genève. Vous verrez tout ça sur notre site internet. Olivier mettra le lien cet après-midi. Voilà, c'est pour ça qu'on est très attentif et en attente quelque part du discours du gouvernement par rapport à tout ça. Voilà. Et pour ceux qui viennent de la Martinique, normalement, si tout va bien, je reviens le 18, on reprend la formation le 19 et on enchaînera avec la GHT du coup fin mai jusqu'à début juin. Voilà. Et après, on enchaîne avec Bordeaux. Allez, du coup, je vous propose de faire les partages en même temps, de partager le live. Et comme ça, on va démarrer assez rapidement. Oui, parce que tout le monde est là, hein, tu as vu, dans le starting block avec 10 minutes de retard de notre côté, c'est sûr. Merci beaucoup, merci de votre patience. On a eu des petits soucis techniques de démarrage. Donc, tout le monde J'ai est dû là. redémarrer mon téléphone. J'ai dû redémarrer pas mon Isabelle, téléphone, mais Lisa, l'ordinateur. Nat, Cédric, Morissette, Valérie, Martine, Cathy, Jennifer, Nadia. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Et tous ceux, bien sûr, qui ne font pas forcément de coucou, mais qui sont aussi connectés. Bonjour à tous. Allez, Content d'être là avec vous aujourd'hui. Et alors, du coup, Amel, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail déjà ce thème que tu as proposé hier pour aujourd'hui et que l'on va aborder? Alors oui, parce que tout à fait. Donc, je t'entends pas très bien, ça coupe sans arrêt. On va faire avec. Alors, oui, donc j'ai proposé ce sujet parce que c'est un sujet que j'aborde très, très régulièrement. C'est un des volets de la formation en communication. Donc, pour moi, c'est vraiment un élément incontournable. Et le titre peut vous sembler un peu bizarre, créons des relations vivantes. En fait, c'est tiré de Jacques Salomé. Donc, je vais vous montrer le livre que j'aime beaucoup. C'est Tais-toi quand tu parles, avec un petit jeu de mots dans le tais-toi. Et donc lui, je vous en ai déjà parlé de Jacques Salomé. En fait, c'est de la communication non violente, on va dire, sauf qu'il l'a vraiment adapté de manière très pratico-pratique. Donc c'est des règles d'hygiène relationnelle. Et je trouve que c'est vraiment super bien expliqué. Bon, il a écrit moult livres, mais c'est un des que j'utilise le plus. Et j'aime beaucoup son approche. Et pour l'avoir testé plusieurs fois en atelier, en plus, je sais que ça parle bien aux gens. Alors, les relations vivantes, c'est quoi? C'est-à-dire des relations où, en fait, il y a une libre circulation possible entre les personnes, avec donc 4 possibilités. 4 possibilités de valeurs équivalentes. Alors, il y a demander, donner, recevoir et refuser. Il y a ces 4 dimensions-là. Et vous allez voir que quand on va creuser ensemble ces 4 dimensions, ça va faire écho avec tout ce qu'on a pu vous dire jusqu'à présent, et notamment ce qu'on a évoqué hier sur la partie gestion du stress, et aussi donc notamment savoir refuser, savoir demander. Alors, demander, c'est quoi? On va commencer par demander. Moi, généralement, ce que je fais au tableau, j'écris d'une part ne pas demander, et de réfléchir en fait sur les bénéfices à ne pas demander. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui n'osent jamais demander de l'aide, un service, une information à quelqu'un? Alors souvent, ce qu'on me répond, c'est que ne pas demander, l'avantage, c'est qu'on se débrouille tout seul. C'est qu'on compte sur personne d'autre, qu'on a une forme d'autonomie.
Ça nous oblige aussi à chercher par nous-mêmes. Ça nous oblige à puiser dans nos ressources. Ça, c'est des avantages qu'on peut avoir à ne pas demander. Et peut-être que vous êtes comme ça, ou peut-être que vous connaissez des gens comme ça. Moi, j'en connais. Et effectivement, c'est des gens qui se donnent les moyens de se débrouiller tout seuls, souvent. Ok, ça, c'est l'avantage à ne pas demander. Maintenant, c'est quoi les risques à ne pas demander? Alors, les risques à ne pas demander, c'est d'être limité parce que vous n'êtes que vous-même. Et même si vous êtes merveilleux, ça peut ne pas suffire parfois parce qu'on a besoin des autres. Encore une fois, l'homme est un animal social et il y a des raisons à ça. C'est qu'on a besoin de l'intelligence collective, on a besoin de l'entraide. Et donc finalement, quand on décide de ne pas demander, eh bien, ça peut marcher jusqu'à un certain point. Donc, ça va nous limiter dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on peut réaliser. Et autre chose qui peut être aussi néfaste dans le fait de ne pas demander, c'est que vous ne laissez de place vous ne laissez pas de place à l'autre. C'est-à-dire que l'autre ne peut pas vous rendre service, ne peut pas avoir un rôle auprès de vous, ne peut pas vous être utile, en fait. Et donc, du coup, au niveau de vos relations, de la qualité de vos relations, eh bien, ça va se faire sentir. Parce que si vous êtes prêt à donner, par contre, en général, ceux qui ne savent pas demander donnent facilement. Vous aimez bien rendre service, mais par contre, vous demandez de l'aide en retour, ça, c'est négatif. Eh bien, vous vous rendez bien compte que l'autre, en fait, n'a aucun rôle à jouer auprès de vous. Et donc, ça, c'est compliqué dans les relations aussi. Donc, vous avez aussi à y perdre dans la qualité du lien. Tu peux me redonner les 3 autres? Donc, tu as demandé. Donner. Recevoir, refuser. Recevoir. Il y a 2 D, 2 R pour mes mots techniques. Effectivement, il y a Christine qui dit qu'on s'isole quand on ne demande pas. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, les personnes qui essaient d'être en totale autonomie vont finir par, vous savez, moi tout seul, ça finit par ça. C'est une espèce de… en analyse transactionnelle, on parle de t-shirt transactionnel et il y aurait marqué dessus « moi tout seul ». Moi tout seul, je me débrouille, moi tout seul, je fais. Parce que si je n'y arrive pas tout seul, alors c'est un signe de faiblesse. Et effectivement, derrière, il y a peut-être le driver soit fort, qui doit être assez présent. Donc, voilà, il y a toutes les peurs qui vont avec. Oui. C'est-à-dire que si je demande de l'aide, donc ça veut dire que je ne suis pas assez fort, ça veut dire que je dépends de quelqu'un d'autre qui n'est peut-être pas très fiable. Donc, ça nous renvoie à énormément de peur. De toute façon, vous allez voir, dans tout ce qu'on va dire, à chaque fois qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est parce qu'on a peur. Comment tu comptes faire, là, du coup, pour les 4 là? Tu veux les citer rapidement et revenir dessus ou tu veux faire un paragraphe par chacun? Je comptais faire un paragraphe par chacun. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ok. D'accord, mais on ne passe pas déjà aux 2. Non, je n'ai pas fini. Très bien. On est toujours à demander. Donc là, on a vu quels étaient les avantages à ne pas demander, quels étaient les risques à ne pas demander. Maintenant, on va explorer qu'est-ce qu'on a à perdre à demander et qu'est-ce qu'on a gagné à demander. C'est ça l'intérêt, c'est de se rendre compte que peut-être qu'on a… Alors, quels sont les risques à demander? Alors, quand je demande ça, c'est que, en général, on me dit qu'on nous dise non, déjà, qu'on refuse notre aide, qu'on refuse de nous aider, qu'on nous rejette. Qu'on rejette notre demande, en tout cas. La peur de déranger, sûrement aussi. Oui, alors ça, c'est énorme. Ça, j'entends énormément ça. Surtout, ne pas déranger les autres. Donc, on ne veut pas déranger. Donc, en fait, ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on ne demande pas. On ne veut pas déranger. Et là, on se met à penser à la place de l'autre. On fait des suppositions. Hein, complètement. Donc là, on n'en sait rien. Moi, je dis simplement, les gens qui me disent, je t'ai envoyé un message, je voulais vraiment pas te déranger. Je dis, ouais, bon, déjà, c'est moi qui décide de gérer mon téléphone. Si je ne veux pas être dérangée, je le coupe, je le mets dans un endroit qui ne me gêne pas. Enfin, je veux dire, si je le laisse allumer toute la nuit, c'est que je prends le risque d'être dérangée et c'est OK. Voilà, donc c'est vraiment, personne ne doit penser à ma place, c'est pas juste. Oui, alors effectivement, tellement déçus. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu aussi dans l'enfance des adultes fiables qui leur ont fait sentir qu'ils ne pouvaient pas être là pour eux. Tout ça, c'est pour ça que on a du mal à demander. Parce que finalement, oui, on a demandé quand on a été très vulnérable ou quand on a été vraiment dans la mouise et comme de juste, les personnes autour de nous n'étaient pas au rendez-vous. Et donc ça nous a bloqué, ça a fait un ancrage et du coup demander c'est niette parce que ça veut dire je sais pas fiable, la source ne sera peut-être pas fiable, ou alors parce que je mérite pas aussi. On peut encoder ça de plein de manières différentes. Soit c'est l'autre qui n'est pas ok, soit c'est moi qui suis pas ok. Mais dans tous les cas, il y a un des deux qui est pas ok et c'est pas une belle représentation des choses non plus parce que ça nous fait vraiment nous sentir seuls quoi et nous isoler. Alors, voilà pourquoi on ne demande pas. Alors, pourquoi on n'ose pas demander, effectivement, quels sont les risques à demander? Les risques à demander, c'est qu'on nous dise non. Ça, c'est important de l'entendre aussi.
on a peur alors, il faut comprendre que quand on demande, c'est qu'une demande. Et si on nous dit non, c'est à la demande qu'on dit non. C'est pas à nous. Faut pas qu'on s'assimile à notre demande. Et ça aussi, ça demande un travail sur soi. Si je demande et qu'on me dit non, ben, quand je demande, je prends le risque de la réponse. Et donc, ça demande une certaine responsabilité et maturité par rapport à ça. Donc, si on me dit non, ben, c'est pas à moi, c'est à ma demande. Et il faut que je sois prêt à entendre ce non. Parce que ce n'est qu'une demande, ça ne peut pas être une exigence. Sinon, je suis un tyran et on m'obéit au doigt et à l'œil. Et puis là, on n'est plus tout dans le même registre. Et c'est plus une demande, c'est un ordre. Exactement. Et ça, c'est pas du tout ce qui, dans des relations vivantes et saines, c'est pas ce qui se joue normalement. On n'est pas dans les ordres et dans l'abus de pouvoir. On va rebaptiser créons une dictature. Voilà, exactement. Donc, en fait, quand on n'ose pas demander parce qu'on a peur qu'on nous rejette. En général, c'est surtout ça. Quels sont les risques à demander? C'est ça, c'est qu'on nous dise non. Et ça nous fait très peur. C'est pour ça qu'on trouve plein de combines pour pas le faire. Et quels sont les avantages, en revanche, à demander? Alors, les avantages, ils sont énormes parce qu'effectivement, si on prend le risque de la réponse, eh bien, on peut avoir un oui. Parce que si vous demandez pas, vous avez forcément un non. C'est obligé. Vous ne demandez pas. Donc, si vous voulez avoir une chance d'avoir un oui, ben, il faut demander. Et donc, peut-être que vous aurez des oui. Et c'est là que ça devient intéressant. Peut-être que vous aurez de l'aide. Peut-être que vous aurez quelqu'un qui va être là pour vous. Peut-être que vous allez avoir une réponse à une question que vous posez. Peut-être que vous aurez tout ça. Et ça va être une grande richesse pour vous. Donc, parce que finalement, c'est pas du tout un abus de faiblesse que de reconnaître qu'on a besoin des autres. C'est au contraire un signe d'intelligence parce que ça veut dire qu'on a compris de ses propres limites et qu'on sait que, bah oui, l'autre est complémentaire, l'autre a quelque chose que je n'ai pas. Bah oui, sinon, ça n'a pas d'intérêt d'être aussi nombreux, quoi. C'est parce qu'on est bien différents et que c'est ça qui est intéressant. Et donc, quand on est assez fort de ça, quand on connaît ses forces et quand on a reconnu ses propres limites, bah alors on est serein pour dire, bah oui, j'ai besoin de l'autre. Bien sûr que j'ai besoin de l'autre. Et donc, c'est pour ça que demander, c'est super. Ça veut dire que on va y aller plus vite. Alors, enfin, pas forcément plus vite, mais tu disais une phrase qui est connue, hein, c'est à seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et c'est ça aussi, demander, c'est s'autoriser à aller plus loin, du coup, dans ce qu'on entreprend. Et aussi, comme je vous l'ai dit au début pour ne pas demander, le fait que vous demandez, vous donnez un rôle à l'autre, vous lui donnez une place à l'autre dans votre vie, dans la dynamique qui se crée, dans la systémie qui se crée. Et ça, c'est un beau cadeau que vous faites aussi à l'autre. Vous le faites à vous, mais vous le faites aussi à l'autre. Parce que vous lui donnez l'opportunité de vous rendre un service, de vous être utile, de vous apporter quelque chose. Et ça, c'est très altruiste aussi. Donc voilà, donc on a tout intérêt à demander. Alors bien sûr, il y a le fond et la forme, hein, il y a comment on demande. Eh bien, on demande de façon authentique en étant prêt à ce que l'autre dise non, à être prêt à ce que l'autre nous piège pas. Donc on n'est pas dans la manipulation, on est dans ce qu'on appelle une communication assertive, c'est-à-dire respectueuse de soi et respectueuse de l'autre. Voilà tout ce qu'il y a autour de demander. Alors je vois qu'il y a des gens qui réagissent déjà. Ouais, le peur de déranger, ça revient beaucoup. Je sais il y a beaucoup de gens qui ont été élevés comme ça, qu'il ne faut pas déranger. Mais vous comprenez bien que quand vous pensez comme ça, c'est que vous pensez à la place de l'autre. Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment là-dessus que j'aimerais appuyer. Parce que tu as fait du tour de demander. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment le cadre qu'on a défini à ça. Et dans ce cadre, il y a effectivement qu'est-ce qui se joue quand je vais demander ça dans la relation. Qu'est-ce qui va changer dans la relation entre cette personne à qui je vais demander quelque chose et moi. Alors après, il y a à qui on demande et qu'est-ce qu'on demande et comment on demande. Voilà. Et en fait, ça c'est très important parce que parfois, j'ai souvent vu en séance des gens qui, quand ils demandent, ont des problèmes systématiquement. Et en fait, il y a un problème sur le comment on demande. Tu as parlé d'assertivité. J'ai une de mes anciennes stagiaires qui est venue un jour et voilà, elle me dit, moi, par exemple, j'ai un problème avec les voisins. Les voisins, c'est la cata. Ok, et donc c'est souvent comme ça. Alors je lui dis, ok, donne-moi un exemple de comment ça se passe avec tes voisins. Elle me dit, voilà. En plus, ces voisins, c'est une profession où ils habitent dans des logements liés à leur activité professionnelle. Donc, en fait, c'est ses collègues de boulot aussi, les voisins. Et puis là, elle va voir des nouveaux voisins qui sont arrivés, donc des nouveaux collègues, qui font des travaux dans leur logement, qui sont mitoyens avec le sien. Donc, ça fait du bruit, c'est samedi.
elle a envie de se reposer, et donc là, ça fait du bruit. Voilà. Sauf que c'est l'après-midi, ils ont le droit de faire des travaux. Donc, a priori, ils sont dans leur droit de faire des travaux sans problème et de faire du bruit. Mais bon, elle y va, elle n'avait pas prévu ça, elle avait prévu qu'il fallait se reposer. Et quand elle arrive, elle leur dit, elle tape à la porte et elle leur dit, je leur ai dit, mais là, le bruit, là, les travaux, ça ne va pas le faire. Du coup, il va falloir arrêter parce que moi, c'est pas possible. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait envoyer bouler automatiquement. Et on dit, ah ouais, mais là, c'est comme ça. Donc après, elle démarre direct sur des relations, sur une tension avec le voisin. Pourquoi? Parce que le premier échange qui s'est passé n'est pas forcément positif. Il ne donne pas une bonne impression. Donc il y a ce qu'elle veut aller chercher, sa demande, mais après il y a le comment elle a demandé. Et en fait, comme elle avait peur qu'ils disent non, eh bien, elle a cherché à imposer. Et ça, c'est souvent un mécanisme, ça. C'est quand j'ai peur de ne pas être entendu, quand j'ai peur de ne pas être respecté, je vais demander, mais en force. En fait, je vais imposer. C'est plus une demande, c'est une imposition. Et le problème, c'est que si vous êtes dans l'imposition, de peur, encore une fois, de ne pas être respecté, entendu, etc., eh bien, l'autre, sans que vous voulez lui prendre sa liberté, vous lui imposez quelque chose, et donc là, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de relation. Enfin, on est dans une dictature. Et l'autre va se protéger de cette attaque. C'est une attaque. Donc, il va s'en protéger. Et c'est ce qu'il a fait, il l'a renvoyé bouler. Alors que s'il lui avait dit, si elle lui avait dit différemment, par exemple, salut, nouvelle voisine, du coup, vous êtes en train de faire des travaux, tout ça pour l'aménagement, c'est chouette, super, du coup, vous allez faire quelque chose de bien, ça, je vous souhaite un bon emménagement, ça tombe mal, parce que du coup, j'avais prévu de me reposer un petit peu cet après-midi, du coup, vous en avez pour longtemps, je vais essayer de m'organiser pour pouvoir me reposer, ou dites-moi à quelle heure, du coup, je vais essayer de faire autre chose en attendant, ou est-ce que... Voilà, mais l'idée, c'est qu'il y ait un vrai échange, qu'il y ait de la communication, et que cette personne, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une personne bienveillante, déjà, qui arrive, qui est ouverte, qui est accueillante. Ensuite, elle voit quelqu'un qui avait prévu autre chose, et que là, ça la dérange, mais en même temps, qui est ouverte à des solutions, des propositions. Donc, du coup, ça va ouvrir l'autre à proposer aussi. Et peut-être que l'autre va dire, ça tombe mal parce que là, aujourd'hui, j'avais réservé du matériel chez Kiyutu, qui coûtait cher. J'ai fait venir 2 amis à moi. Mais bon, après, vous voulez vous reposer combien de temps? Parce qu'à la limite, je peux pas démarrer par autre chose. On en a pour 1 heure. Et après, je peux reprendre ça si vous voulez. Voilà, on arrive à des solutions. Mais si on arrive direct en disant, ah non, là, ça va pas le faire, l'autre va dire, ah non, effectivement, je te confirme, ça va pas le faire parce que moi, j'ai loué mes machines chez Kiyutu, j'ai 2 amis qui sont là pour m'aider et il va y avoir du bruit cet après-midi parce qu'on fait des travaux. Voilà. Donc, c'est apprendre à demander, c'est ça. Et apprendre à demander, c'est parler de soi et c'est pas parler de l'autre. Voilà, ça dit ML. Apprendre à parler de soi et donc pas dire tu vas arrêter de faire ça. Et ça n'est pas possible ce que tu fais, mais c'est plutôt j'ai besoin. Voilà. J'avais besoin de me reposer. Du coup, je vois que ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas des options possibles? Est-ce que moi, je ne peux pas faire une part du travail et toi aussi? Est-ce que c'est possible? Voilà. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas imposer, surtout quand l'autre est dans son droit. Donc là, c'est un exemple que je donne, mais vous pouvez l'imaginer dans toutes les situations, en fait, cet exemple-là. Ok, pas être dans l'imposition. Je demande. Et demander, c'est vraiment ça, c'est vraiment parler de soi, de ses besoins à soi. Voilà, moi, j'ai besoin de ça, et est-ce que c'est possible? Comment on peut trouver des solutions? Pas d'imposition, je parle de moi, mais sans imposer. Je parle de moi en proposant, en essayant de trouver des options possibles. Voilà, exactement, donc, avant que tu reprennes la parole sur vas-y. Voilà, donc il y a la peur de ne pas être aimé aussi des autres, ou de ne pas être légitime, ou de ne pas avoir assez de valeur pour demander. Voilà, parce que du coup, oui, mais je suis qui? Eux, ce sont des gens importants. Voilà, donc c'est donner plus d'importance aux autres, du coup, vous empêche aussi de demander pour certaines personnes. Ouais. Donc, concevez que vous êtes quelqu'un d'important autant que les autres. Et ce n'est pas une notion d'importance avec les autres, mais c'est une notion de, quelque part, d'envie, de motivation aussi. Il y a des gens que vous aurez envie d'aider, et puis il y a des gens que vous n'aurez pas forcément envie d'aider. Il y a des gens que vous serez plus disponible pour certaines personnes que pour d'autres. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus important ou moins important, ça veut juste dire que du coup, vous n'avez pas les mêmes relations. Donc,
Par exemple, si je vais demander à quelqu'un au bout de la rue de m'aider à faire tout un déménagement, il va peut-être me dire, t'es gentil, enfin, je te connais pas, t'aider à déménager toute une journée. Bon, c'est même pas dit qu'ils disent non en plus, mais bon, j'ai moins de chance peut-être que si je vais demander ça à un ami qui, lui, du coup, on est plus solidaire, il sait que du coup, ça va me coûter de le faire et qu'à plusieurs, ça va être plus sympa. Donc, voilà, il y a demander, comment demander, à qui demander et qu'est-ce qu'on demande. Voilà. Mais parler de soi sans imposer. C'est ça que je vous demanderais de garder à l'esprit en tout cas. Et aussi, pas de faire de... ça, c'est vraiment le truc qui vous paralyse, c'est de vous faire tout le schéma, ce qu'a dit Amel tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est vraiment essentiel, c'est la représentation de comment les autres vont réagir. Et comment ils vont réagir, c'est ah oui, mais ça, ils vont pas vouloir, ça, ils vont pas être d'accord, ah, mais ça, ils vont pas avoir le temps. Mais c'est pas à vous à répondre à ces questions-là. C'est je demande, voilà, moi j'ai besoin, j'exprime un besoin, une demande, et après, c'est possible, c'est pas possible, mais si c'est pas possible, c'est pas un souci. Au moins, vous le savez. Mais il n'y a pas de honte à demander, il n'y a pas de honte à communiquer, à exprimer un besoin, c'est complètement humain. Et ça ne touche pas à qui vous êtes, ça ne change pas du coup vos relations en pire ou en moins bien. Au contraire, c'est une preuve d'honnêteté. D'un coup de main, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de choses, etc. Que ce soit dans le travail, avec les amis, dans les liens de la vie de tous les jours finalement. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi, ça, un gamin, demander. Moi, j'étais quelqu'un qui ne demandait pas. Donc j'ai appris à demander. J'ai appris à demander et j'ai appris à accepter le non aussi, comme dit Ahmed, c'est-à-dire que du coup, j'octroie à l'autre la liberté totale de me dire non et de me dire que si moi j'exprime un besoin, eh bien, du coup, l'autre a le droit, il a la même liberté que moi, il a cette liberté d'exprimer finalement la possibilité ou non. Voilà. Donc, moi, je me rend capable, je me donne cette capacité à demander à l'autre et l'autre a la même capacité à accepter ou refuser en fonction de ses libertés, de ses disponibilités, de ses contraintes, de ses envies, de ses motivations. Et je ne vais pas le juger pour les motivations qui vont faire qu'il me répond oui ou non, en fait. Voilà, j'ai mis une demande, elle est possible ou elle n'est pas possible, et après je dois respecter l'autre. Et si l'autre vous dit non parce que, et que du coup ça vous blesse, eh bien là, c'est dommage. Parce que du coup, vous êtes dans une forme de jugement vis-à-vis de l'autre en disant, bah quand même, là il faut écouter, etc. Voilà. Donc, il y a peut-être des moments ou des situations où ces personnes-là vous aideraient quand même, mais après vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas pourquoi elles ne peuvent pas vous aider, vous ne savez pas qu'est-ce qui se joue exactement, qu'elles ne peuvent pas vous dire forcément, parfois. Donc, ça, c'est comme les difficultés dans une entreprise. Dans une entreprise, on a le directeur, après on va voir N-1, N-2, N-3, etc. Sauf que comme ils ne communiquent pas les enjeux, parfois ils disent non, mais en fait, ils n'expliquent pas qu'en fait, ils ne peuvent pas. Voilà. Donc, le peut en fait, il ne veut pas. Et c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Ce n'est pas de l'ordre de la volonté, mais de la possibilité. Et voilà, donc ça, ce sont des choses qui font partie de la communication aussi. Savoir quand c'est possible et quand ça n'est pas. Et c'est pas pareil que quand on veut et quand on ne veut pas. C'est pas le même message qu'on renvoie. Voilà. Ouais, puis en fait, encore une fois, franchement, moi, au travail notamment, comme je vous ai dit, j'ai travaillé au SAV et des fois, ça m'est arrivé d'avoir des loupés de matériel qui devait être livré en temps et en heure et puis il y avait des retards de livraison. Et là, c'était la panique à bord et en fait, il fallait oser demander au client s'il était d'accord pour décaler l'intervention, des choses comme ça. Et en fait, en interne, ça prenait des proportions énormes. C'est-à-dire, on n'ose pas demander au client, tu te rends compte. Et on s'imaginait tout un film en disant, ouais, mais il a dû s'organiser. Je dis, écoutez, vous savez quoi? Au pire, il nous dit non. Enfin, je veux dire, au pire, on est dans la même mouise que maintenant. On n'a qu'à demander, quoi. Je veux dire, comment? On risque d'avoir une solution, par contre. Non, mais voilà, je dis, au pire, on est dans la même mouise que maintenant, et au mieux, on a une solution. Vous voyez, les gars, donc ça vaut le coup de demander, parce que moi, j'en sais rien. Et souvent, j'ai remarqué que quand on s'était fait un film catastrophe comme ça, en prenant le téléphone et en appelant, en expliquant les choses de façon très honnête, sans passer non plus pour des grosses, des nuls, quoi, mais
manière assez diplomatique, en fait, on trouve toujours des solutions. Parce qu'en fait, les gens sont arrangeants. Et c'est ça qui est marrant, c'est que les gens adorent rendre service aux autres. Et quand tu as une bonne relation avec ton client et tu dis, écoutez, là, franchement, je suis vraiment très embêtée. Notre fournisseur, il nous a un peu planté sur le délai. Je ne vous cache pas que là, c'est très compliqué pour nous. Est-ce que c'est possible pour vous de décaler? Voilà, on trouve des solutions. Et là, généralement, ils disent, ouais, bah, écoutez, ça m'arrange pas trop, mais bon, ok, d'accord, on va voir. Et en fait, on trouve des solutions. Et finalement, je me suis dit, c'est compliqué à d'abord parce qu'on s'est fait toute notre film. En fait, moi, chaque fois que je l'ai fait, ça s'est plutôt bien passé pour plein de choses. Et là, mes enfants, moi, j'ai 2 ados, donc je demande régulièrement plein de trucs. J'ai souvent non, par contre. Mais ça, c'est bien parce que c'est un bon entraînement aussi à se dire, bon, alors maintenant qu'ils ont dit non, voilà quoi. Et donc, ça fait aussi travailler sur le fait de, ben non, c'est pas moi qui dis non, c'est à ma demande et de prendre du recul. Et au début, c'était pas évident. Et en fait, finalement, au bout du compte, bah oui, c'est des enfants, ils sont pas là pour m'obéir, quoi. Ils ont le droit de dire non. Et donc, je trouve que c'est un bon exercice, même si la plupart d'entre nous, on a été éduqués, soit on nous a appris à ne pas déranger, soit dans mon cas, c'était plus par fierté. On ne demande pas de l'aide parce qu'on est censé se débrouiller tout seul. Et dans les 2 cas, c'est pourri. Et donc, il faut dépasser ça. Et il n'y a que l'expérience qui peut nous permettre de valider ce qu'on vient de dire. Tentez de demander, vous allez voir, ça, c'est plutôt marrant. Et Ouais, c'est il dur y a un de se mettre à la place de l'autre et de faire les interprétations, ça bloque systématiquement. Et c'est derrière quand si vous avez un problème, il y a des solutions. Voilà. Oui, et puis au pire, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. C'est que c'est pas un problème. Et puis de toute façon, à un moment donné, il n'y a pas mort d'homme. Il faut se rappeler ça aussi, cette phrase, j'aime bien, il n'y a pas mort d'homme. Et c'est un proverbe hébreu, je crois, qui dit le pire n'est jamais certain et on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Voilà. Moi, je l'ai souvent en tête, ça. Le pire n'est jamais certain et on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Donc, tentez. Et c'est vraiment comme ça que vous allez voir que on s'est fait des films pour rien. Puis, normalement, en respectant les accords Toltec, vous ne devez plus vous faire de films. Donc, demander, ça va être… On peut intégrer les accords Toltec. Maintenant, c'est à la fou, dans leur relation, dans leur vie de tous les jours. Vous savez comment ça a changé maintenant? Allez, on passe au 2, parce qu'il nous reste 25 minutes. Oui, c'est pour ça qu'on va accélérer. Alors, le deuxième, c'est donner. Alors, donner, quand je demande aux gens, les gens sont souvent donnent facilement. On est souvent très généreux. On a beaucoup plus de mal à demander qu'à donner. Oui, mais donner, pas n'importe comment. Donner d'une manière totalement désintéressée. Donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Sinon, c'est pas donner. Ça s'appelle une transaction. D'accord? Ah oui, c'est donnant. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent donner, mais qui sont dans des transactions. Ah, mais en fait, on l'est souvent. On fait un cadeau à quelqu'un, on attend qu'il nous en fasse un la prochaine fois, on rend service à quelqu'un. Si on lui demande un service derrière et qu'il ne nous le rend pas, on se dit, attends, moi je lui rends service et il ne me rend pas service en retour, donc on attend un retour. Et donc, on donne assez peu. Vous allez voir, moi, j'ai fait ce travail d'introspection et je me suis rendu compte que les rares fois où je donne de manière complètement désintéressée, c'est à quelqu'un que je ne connais pas et que j'ai rencontré qu'une fois dans ma vie et que je ne rencontrerai plus jamais. Quand je rends service à quelqu'un dans la rue que je ne connais pas ou quand je donne une pièce à quelqu'un, à ce moment-là, je suis totalement dans le don désintéressé, même si ça me fait du bien à moi. Parce que ça me fait du bien d'être une belle personne, mais n'empêche que là, c'est vraiment un don désintéressé. Je n'attends rien en retour de cette personne. Eh bien, c'est assez rare parce que finalement, on se rend compte qu'autour de nous, à chaque fois qu'on donne quelque chose à quelqu'un, on attend d'une certaine manière un retour. Alors, quels sont les risques à ne pas donner? Alors, si on ne donne pas, déjà, vous voyez bien que ça bloque. En fait, le fait de ne pas donner, ça veut dire que plus personne viendra vers vous déjà, puisque si vous dites tout le temps non, on ne va plus du tout venir vous chercher et vous allez être totalement isolé et puis votre cœur va sécher. Hein. C'est-à-dire, donner, c'est quand même l'ouverture du cœur. Donc, si vous ne donnez plus rien, vous allez devenir misanthrope, quelqu'un qui va finir tout seul dans une cabane comme un ermite. Alors, par contre, c'est quoi le risque de donner? Moi, je trouve ça intéressant d'explorer ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent, quand on donne trop souvent ou facilement, eh bien, on se fait avoir. Il y a le côté, on nous prend pour un pigeon. On vient nous voir systématiquement, on abuse de nous, de notre gentillesse, on abuse de notre générosité, on abuse de notre serviabilité. Ah, c'est intéressant ça. Et donc, effectivement, les gens mettent des barrières souvent parce qu'ils se disent, si je donne ça, il va prendre ça.
C'est la méfiance vis-à-vis de l'autre qui est capable finalement de prendre plus que ce que vous êtes capable de donner. Et donc, il y a aussi des peurs cachées derrière ça. Le fait de donner nous effraie parce qu'on a peur qu'on abuse de nous. Alors ça aussi, ça renvoie à votre représentation du monde, c'est-à-dire que l'autre peut être une menace. Et puis surtout, vous n'êtes pas capable visiblement de dire non. Vous n'êtes pas capable de poser des limites. Vous n'êtes pas capable de dire là, je suis plus d'accord. Et c'est ça aussi que ça renvoie. Ça, à la fois l'autre est menaçant et en plus vous n'êtes pas suffisamment bien dans votre corps et dans votre tête et dans votre vie pour savoir dire non. Et donc, je trouve intéressant d'explorer cette dimension de donner. Et puis aussi, il y en a qui vont donner d'une manière, donc transaction en tête, comme une espèce de compétition, comme pour montrer quelque chose, pour aussi une forme de chantage ou posséder l'autre d'une certaine manière, ou que l'autre lui devienne redevable. Parce que c'est ça qui nous gêne aussi, c'est qu'on ne veut pas être redevable. Et donc finalement, il y en a qui vont jouer de ça et qui vont vous mettre mal à l'aise parce que donner d'une manière désintéressée, c'est merveilleux, mais il faut que ce soit quand même de la bonne manière vis-à-vis de l'autre. Si vous faites par exemple un cadeau à quelqu'un qui va le mettre mal à l'aise, alors là, vous avez raté le coche. Parce que c'est le cadeau que vous devez faire, il est pour l'autre, n'est-ce pas? Donc vous devez être attentif aussi comment il va être perçu. Je vous donne une histoire personnelle. J'avais une nounou pour mes enfants. Et à chaque fois, pour les anniversaires de mes enfants et Noël, elle leur faisait des cadeaux énormes. Mais j'étais très, très, très mal à l'aise, en fait. Parce que dans ma tête, ça jouait pas, quoi. C'est-à-dire, elle m'avait déstabilisée avec sa générosité, parce que moi, je lui verse un salaire tous les mois pour garder mes enfants, et elle leur offre des cadeaux comme si c'était ses petits-enfants, en fait. Et du coup, moi, j'étais très gênée, parce que je me suis dit, mais du coup, je dois faire quoi, moi? J'aurais préféré si elle quitte à faire un cadeau, qu'elle fasse un petit cadeau. Et moi, du coup, j'ai vraiment réfléchi à ça en me disant que quand je fais un cadeau aux gens, je m'assure quand même que je vais pas les mettre mal à l'aise, que je vais pas faire un cadeau qui va pas être adapté, quoi. Et il faut y penser à ça quand on fait un cadeau matériel ou pas d'ailleurs, hein, même un service qu'on rend. Il faut pas non plus voler la responsabilité des autres. Il faut pas aller au devant et au-delà des besoins de l'autre, parce que ça aussi dans le don, on peut rendre un service, parce que donner c'est aussi du temps et de soi. Mais on peut des fois dépasser des limites, aller trop loin. Et ça, c'est très important de se poser la question de comment ça va être reçu par l'autre. Est-ce que c'est adapté? Est-ce que ce dont l'autre a besoin? Parce que si c'est juste pour flatter mon ego, me dire oui, je suis une belle personne, je suis généreuse, etc., alors là aussi, on rate le coche parce que le don est tourné vers l'autre et pas tourné vers vous. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont mises autour de la dimension du don, qui peut être aussi une façon de manipuler l'autre. Et donc, ça peut être très nocif, alors que là, on est en train de parler de relations vivantes et saines. Donc, posez-vous la question, est-ce que je donne de manière désintéressée? Et quand je le fais, est-ce que je donne vraiment d'une manière adaptée à l'autre? Et non pas pour moi, mais pour l'autre. Oui, c'est vrai que beaucoup les aînés type 2 qui viennent en séance, on dit c'est l'altruiste, mais moi je dis souvent c'est le faux altruiste, parce que l'aîné type 2, en fait, il a toujours cette difficulté à s'aimer. Et donc, c'est les autres avant moi. La quête d'approbation, l'évitement de ses propres besoins. Donc, lui, il a l'impression d'être altruiste, mais en réalité, c'est un moyen détourné d'apprendre à s'aimer, de dire moi j'aide l'autre, moi je suis dans l'aide à l'autre. Le problème, c'est qu'eux, ils savent jauger le curseur, comme tu as dit. Eux, ils donnent trop. Voilà, c'est trop ou pas assez, mais ils donnent trop. Et le problème, c'est qu'ils ont peur de se faire bouffer parce qu'à force de donner trop tout le temps et de tout donner, ils attirent des gens qui eux, par contre, se servent de ça. Qui se servent de ça et qui, dès qu'ils arrêtent de donner, le font culpabiliser. De quoi, quand même, tu pourrais m'aider, t'exagères. Voilà, donc le seul moment où ils essaient de se retirer un peu pour dire je vais souffler un peu pour moi, et les autres font culpabiliser. Donc là, ils ne sont pas tombés sur les bonnes personnes. Donc moi, je vous dirais donner juste. Et juste, c'est quand je donne, je ne me desserre pas. Déjà, oui. C'est-à-dire que du coup, je donne et je ne suis pas en train de me desservir pour donner à l'autre. Parce que, en fait, le don, c'est quelque chose que l'on peut faire. C'est une générosité, mais pour moi, les plus belles choses que l'on peut donner, c'est du temps et de l'attention. Voilà. Et aujourd'hui, si vous demandez à des enfants qui ont des parents qui sont peu présents, la plupart de leurs parents, ce qu'ils veulent comme cadeau à Noël, c'est la présence de leurs parents. C'est pas des plus gros jouets, c'est pas des plus gros cadeaux. D'ailleurs,
Il y a des parents qui font des gros cadeaux à leurs enfants parce qu'ils ne sont pas là. Et leurs parents ils disent non, mais en fait, ce que je veux, c'est qu'ils soient là. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je pense que le plus important, c'est ça. C'est à quel point vous êtes capable de donner du temps et de l'attention. Faire des gros cadeaux, c'est bien, mais si vous n'êtes pas présent, si vous n'êtes pas là pour donner votre temps et de l'attention aux gens que vous aimez, ça n'a pas beaucoup de valeur finalement. Donc, je dirais, voilà, donner juste et essentiellement du temps, de l'attention et sans se desservir non plus, sans se manquer de respect, sans se dévaloriser. Hein. Donc, c'est je donne tout en me respectant, tout en conservant ma valeur, qui je suis, mon identité, sans perdre tout ça. Donc, c'est aussi les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que je donne, oui, est-ce que je donne de manière désintéressée, et quand je donne, est-ce que je me respecte toujours en donnant de cette façon. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est pas je satisfais l'autre et je me sacrifie. Là, du coup, ça va pas. Dans ce sens-là. Allez, il nous reste un quart d'heure pour attaquer les 2 derniers. Alors, le troisième, c'est recevoir. Alors là aussi, souvent, les gens ont beaucoup de difficultés à recevoir. Alors, recevoir, c'est tout. Hein. C'est un compliment, c'est de l'aide. Alors, il y a beaucoup de gêne. Et en fait, souvent, les personnes, en tout cas, que j'accompagne, par exemple, il y a des gens qui ont vraiment des grosses difficultés à recevoir, par exemple, des compliments parce qu'en fait, ils ont un tel déficit d'estime d'eux-mêmes que ils n'y croient pas, quoi. J'ai une femme en tête, là, quand on lui dit qu'elle est, par exemple, qu'elle est très belle, elle te regarde, elle dit pas merci ni rien, elle est juste crédule, quoi. Enfin, elle dit non, je suis pas, elle dit ouais, mais tu me crois pas, en fait, elle me dit non. Et c'est violent quand même. Hein. Donc en fait, recevoir, il se passe plein de choses dans le fait de ne pas arriver à recevoir. C'est-à-dire que déjà, je pense que j'ai pas de valeur, donc je m'autorise pas à recevoir les belles choses. On est d'accord qu'on parle des belles choses, hein, parce que recevoir des coups, il n'y a aucun intérêt. Hein. Et ensuite, donc déjà la première chose, c'est je pense que c'est pas vrai parce que je me donne pas de valeur et du coup je reconnais pas que ça peut être vrai. Ça, c'est la première couche. Mais la deuxième couche, moi, je leur dis aux gens, ça veut dire qu'en fait, quand tu ne penses pas que d'être belle et quand je te dis que tu l'es, tu ne me crois pas. Mais ça veut dire quoi de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi, en fait? C'est-à-dire que je suis une menteuse ou que je ne sais pas apprécier les choses ou que j'ai de la merde dans les yeux ou qu'est-ce que ça raconte de moi? Et en fait, finalement, dans ce complexe d'infériorité, se cache aussi un complexe de supériorité parce qu'il y a de la condescendance, c'est-à-dire que moi, je pense que je n'ai pas de valeur et je sais mieux que toi. C'est ça que ça dit aussi. Et que donc, dans ce que tu vas me raconter, c'est faux. Et j'avais une cliente qui ne se trouvait pas belle, justement, et son mari la trouvait belle, bien sûr, et il lui disait, et elle disait, mais non. Et il lui fait, comment ça, ma femme n'est pas belle? Tu es en train de me dire que ma femme n'est pas belle? Et je dis, mais ouais, mais tu te rends compte le message que tu dis à ton mari? Tu es en train de lui dire que il ne sait pas apprécier ce qui est beau, quoi. Tu es en train de dire qu'il est nul, en fait, là-dedans. Et alors là, ça l'a choquée parce qu'elle dit, non, mais c'est pas mon intention. Je dis, si tu prends pas ce qu'il te dit, si tu ne le crois pas dans ce qu'il te dit, c'est que soit c'est un menteur et il cherche à te manipuler, c'est pas une belle personne, soit il ne sait pas apprécier ce qui est beau. C'est pas de la manipulation, ça, dis donc, Amel. De quoi? Non, mais c'est vrai aussi, parce qu'il y a de ça, en fait, quand on reconnaît ça. C'est pas parce qu'on ne se donne pas de valeur que l'autre n'en a pas aussi, en fait. Tu te rends compte, on vit dans un monde où moi, j'ai pas de valeur, mais ce que tu dis n'en a pas non plus. Moi, je trouve ça assez dangereux. Et finalement, les gens percutent plus. Enfin, moi, j'ai remarqué qu'ils disent, non, c'est pas ce que je veux dire. Oui, mais moi, quand tu reçois pas le message, tu as le droit de pas y croire. Tu as le droit de dire, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu dis, par exemple, que je suis brillante ou je suis intelligente. Moi, je le pense pas, mais je te crois. Et c'est quand même pas pareil que de dire, je te crois pas. Et je pense qu'effectivement, quand on rejette le message de l'autre, il y a deux choses qui se passent, c'est j'y crois pas, mais je te crois pas non plus. Alors que si on se dit juste, pour l'instant, j'y suis pas encore à me voir comme tu me vois, mais je te donne de la valeur dans ce que tu dis. C'est pas pareil, parce que moi, je trouve qu'il y a quand même de la condescendance là-dedans. Les gens qui ont un déficit d'estime d'eux-mêmes sont considérés comme experts là-dedans et que les autres ne peuvent pas voir ce qu'eux, ils voient. Ils se trompent. Après, bon, moi, je suis pas trop en accord avec ça. Je pense que c'est plus… en fait, sous une forme de manipulation, je trouve ça OK. Voilà, c'est une manipulation pour aider l'autre à changer son point de vue. Mais après, je trouve pas ça juste, parce que dans l'accord Toltec, où on dit ne le prends pas personnellement, là, ça le ferait prendre personnellement. Du coup, tu me dis que donc ça renvoie à une responsabilité à l'autre
tu vois, qui est en train de se dire que du coup, alors que la personne n'accepte pas, si tu veux, ce qui lui est proposé en termes de valorisation, eh bien, ça signifierait quelque chose pour moi. C'est-à-dire, si je donne et que l'autre refuse, ça signifie quelque chose vis-à-vis de moi. Alors que pour moi, dans ma conception, non, tout ce que l'autre va communiquer appartient à l'autre. Et donc, si oui, non, attention, oui, non, mais d'accord, non, mais j'ai pas dit le contraire. Mais c'est lui, en fait, c'est la personne, quand elle refuse de prendre le message positif, oui, mais ça lui appartient. C'est pas par rapport à l'autre. Oui, non, mais ça lui appartient peut-être, mais le fait qu'elle ne le prenne pas, parce qu'elle considère que c'est pas vrai, ça dit quelque chose aussi de ce qu'elle pense de l'autre. Non. Ça dit quelque chose de ce qu'elle pense aussi de son évaluation, de sa capacité à évaluer. Ça ne change pas qui est l'autre. Ça ne change pas qui est l'autre. Ça ne change pas qui est l'autre. Et ensuite, c'est surtout qu'elle n'est pas en capacité de percevoir sa valeur et elle ne veut pas accueillir dans sa valeur davantage de qualité. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas, elle refuse, et là, ça parle bien d'elle, elle refuse de se valoriser. Et elle ne veut pas non plus que les autres la valorisent. Mais ça ne veut rien dire par rapport aux autres. Mais ça veut dire surtout par rapport à elle, qu'elle est dans le refus d'être valorisée par les autres et parce qu'elle ne se sent pas valorisable, parce qu'elle n'estime pas qu'elle peut avoir de la valeur. En fait. Donc, moi, je trouve ça intéressant ce que tu as dit, mais dans le cadre d'une manipulation, je ferai ça avec une cliente pour l'aider justement à changer de point de vue, mais je ne dirais pas que c'est ce qui se joue dans la relation en réalité. En réalité, il s'agit d'elle et de sa capacité à se valoriser. Je suis plus dans cette idée-là, en fait. Voilà. Mais après, je comprends très bien ce que tu dis. Je comprends très bien ce que tu dis. Donc, ouais, et recevoir, c'est cette grande difficulté, parce que recevoir, c'est vraiment la notion qui est complètement liée, en fait, à ma valeur personnelle. Et à partir du moment où vous êtes gêné de recevoir, c'est que du coup, vous estimez que vous n'avez pas la valeur suffisante pour recevoir telle ou telle chose. Et vous allez dire, ah, c'est trop pour moi. C'est trop, je ne peux pas recevoir ça. Et à partir du moment où vous reconnaissez votre valeur et que vous comprenez aussi, pour moi, il faut faire une distinction dans la relation parce que quand l'autre donne, parce que forcément pour recevoir, il y en a un qui donne, et moi, en fait, je regarde celui qui donne et je me dis, celui qui donne, ça lui appartient. Le geste qu'il est en train de faire lui appartient. Et à aucun moment, il ne s'agit de moi. Donc, je n'ai aucun problème aujourd'hui à recevoir, j'en ai eu avant, mais parce que avant, je recevais et ça venait matcher dans mon identité, dans ma valeur. Voilà, on me donne et là où j'estime que je suis peut-être pas, c'est beaucoup pour moi. Oula, tout ça, je suis trop valorisé. D'accord. Donc, en fait, ma valeur, il y avait un curseur qui bouge dans ma valeur au moment où je reçois. Est-ce que je reçois beaucoup ou pas beaucoup? Donc, quelle est ma valeur? Maintenant, j'ai scindé tout ça. Ma valeur n'est plus liée à l'autre, ni à sa perception, ni à ce qu'il va me dire, ni à ce qu'il va faire. Ma valeur, c'est moi qui la détermine et le rapport s'arrête là. Par contre, ce que l'autre va donner, pour moi, c'est de l'information sur l'autre. Ça définit qui est l'autre, qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qui lui fait plaisir. Voilà, et c'est vraiment lié à l'autre. Et donc, j'apprécie le geste de l'autre, je sais accueillir, je sais recevoir, mais dans ma façon de recevoir, j'accueille la générosité de l'autre, j'accueille la volonté de faire plaisir de l'autre, sans pour autant matcher dans ma valeur à moi. Je ne touche pas à ma valeur dans ma façon de recevoir. Je ne sais pas si tu es OK avec ça, Amel, ou pas. Mais... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. En fait, tu accueilles l'intention. J'accueille l'intention, voilà, et je me dis qu'il s'agit de l'autre. Oui, tu accueilles l'intention. Ça appartient à l'autre. Ça appartient à l'autre, mais en même temps, par exemple, recevoir de l'amour, l'intention de donner, enfin, il y a aussi quand même, c'est pas si simple recevoir, parce que moi en plus j'étais un petit peu handicapée du recevoir aussi, donc c'est quelque chose que j'ai dû travailler beaucoup. Ça va aussi avec demander, on n'ose pas demander, on n'ose pas recevoir, on est un peu dans les mêmes. C'est que recevoir, il faut effectivement se densifier d'abord pour pouvoir recevoir. Après, recevoir l'intention, c'est-à-dire que tu l'as très bien dit, ce que donne l'autre, ça parle de lui, et en même temps, quand c'est beau, quelle que soit la chose, un service, un mot, un cadeau, n'importe, eh bien, c'est pour l'autre qu'on va l'accueillir, en fait.
C'est quand on accueille l'intention de l'autre, c'est un Bien acte sûr. vers l'autre aussi. C'est-à-dire on s'est tellement densifié, on sait tellement qui on est, qu'on est dans cette capacité d'accueillir. Et en fait, c'est ça, c'est recevoir, c'est accueillir. Et finalement, quand on le fait, c'est parce que on va permettre cette circulation entre les êtres. Et finalement, c'est pour l'autre qu'on va accueillir la chose et plus pour soi. Oui, Et mais c'est là, même là, il y a une subtilité, c'est que même quand tu fais ça, en fait, c'est une autorisation de t'exprimer toi. Parce que, alors, je réponds juste à Christine, non. Est-ce que je me sens redevable? Non. non. Puisque du coup, si je me sens redevable, c'est que, encore une fois, ma valeur dépend de l'action de l'autre. Et je t'entends complètement, je te rejoins, Mel, sur ce que tu dis, et j'ai évolué là-dessus aussi, c'est-à-dire que sur le fait de recevoir, je communique maintenant, je communique le plaisir, mais au départ, je l'ai fait pour l'autre. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut que j'envoie un message que ça me fait plaisir. Donc, je l'ai fait par courtoisie. Et ensuite, je le fais maintenant, mais non pas pour faire plaisir à l'autre, mais parce que c'est juste d'exprimer qui je suis. Voilà. Et c'est juste de m'exprimer en tant qu'être humain et de dire je suis touché. Ouais, Voilà. c'est ça, je veux dire. Je suis touchée. Ben, je suis touché, ça me touche, ça me fait plaisir ou pas, mais je ne vais pas le jouer pour faire plaisir à l'autre. Voilà. Et je trouve que ça, c'est un gage de sincérité parce que longtemps, j'ai voulu faire plaisir aux autres. Et aujourd'hui, je fais plus ça et je suis plus vrai. Et si ça ne me touche pas, ben, les autres le verront. Mais au moins, je serai vrai. Voilà, je vais arrêter de leur faire plaisir. Et c'est pour ça qu'on a dit la dernière fois, arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Et d'ailleurs, dans ma façon de recevoir, eh bien, je vais vraiment signaler que du coup, ça me fait plaisir. Mais vraiment parce que c'est vrai, parce que c'est juste. Et De donc, manière authentique, ouais. je vais être attentif, effectivement, à exprimer ça. Chose que je ne faisais pas avant. Voilà, c'est-à-dire que parfois, on peut être un peu gêné, on n'exprime pas ses émotions, ce qu'on ressent. Et voilà. Et là, non, je vais m'autoriser à vraiment découvrir, à me découvrir en train de réagir et laisser l'autre découvrir aussi ma façon à moi de réagir dans le fait de recevoir. Ah, je t'ai coupé, désolé. Mais... Non, mais je te rejoins complètement. C'est ça, c'est effectivement reconnaître qu'on a été touché par la générosité de l'autre, par son altruisme, et ça nous fait chaud au cœur en fait. Et en fait, on ressent de la gratitude tout simplement parce que c'est au-delà des mots en fait. C'est juste de l'amour quoi. C'est juste dire ça m'a touché en fait. Et quand ça m'arrive, moi parce que j'ai des gens qui me rendent service, j'ai le souvenir d'avoir chopé la grippe il y a quelques années et j'étais crue dans mon lit et c'était en décembre. Il y avait tellement de trucs à faire et j'ai plein de mamans autour de moi parce que j'ai un réseau de mamans forcément, qui m'ont dit t'inquiète, on s'occupe, on amène tes enfants, on gère et tout. Et je suis juste restée au fond de mon lit, ma voisine qui m'a amené de quoi manger. Enfin, j'ai été tellement touchée par cette générosité-là que oui, j'ai reçu le cœur ouvert de ça. C'était merveilleux. Et franchement, quand on est capable de recevoir, ça redonne confiance dans le genre humain. Franchement, voilà. Allez, alors, on va refuser. Alors, refuser, alors c'est pas le plus simple. Hein. Ah, c'est pas le plus simple. Alors, refuser, c'est-à-dire, ça veut dire quoi refuser? Ça veut pas juste dire non. Ça veut dire être capable de dire des vrais oui et des vrais non. C'est-à-dire, il y a un moment donné, je l'ai vu passer qu'il y a des gens qui savent pas dire non, et du coup, quand on leur demande, on doit en tenir compte parce qu'on sait qu'ils vont nous dire oui parce qu'ils savent pas dire non. Et ça, c'est vraiment chiant d'être obligé de penser à leur place. Hein, on va pas se mentir. On aimerait bien que les gens soient un peu plus assertifs. Et donc, parce qu'au bout du compte, oser dire non, c'est prendre le risque de déplaire et de ne pas être aimé au bout du compte, puisque c'est la grande peur qui se cache derrière le fait de ne pas pouvoir dire non. Alors qu'en fait, finalement, quand on dit oui, on dit forcément non à quelque chose, et inversement, quand on dit non, on dit oui à autre chose. Si je dis oui à quelque chose alors que j'ai envie de dire non, par exemple, on me demande de venir à une soirée, bon, c'est pas très vrai pendant le confinement, mais imaginons dans l'ancien monde, et que j'ai envie de dire non parce que j'ai envie de me reposer, etc. Je vais dire oui parce que je vais être infichue de dire non. Eh bien, je vais dire non à mon repos, non à mon respect à moi-même, non à ma tranquillité d'esprit. Donc, forcément, ça va toujours ensemble. Quand on dit oui, on dit non à autre chose. Et donc, l'idée, c'est de dire des vrais oui et des vrais non. Comme ça, en plus, les gens vont savoir. Ils vont se dire, je peux demander à cette personne parce que je sais que quand elle ne peut pas ou quand elle ne veut pas, elle me dira non. Et ça rend les gens, on les respecte beaucoup plus parce qu'ils deviennent fiables. On n'a pas à penser à leur place. On n'a pas à se dire, oh là là, est-ce qu'elle dit tout le temps oui? Alors, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour elle? Est-ce que je crois qu'elle est fatiguée? Non, là, on sait. Ou alors, carrément abuser d'elle parce que de toute façon, elle dit toujours oui, donc on en profite au taquet. Donc, les gens qui savent dire non,
parce qu'ils savent se dire oui à eux-mêmes. Ce sont des gens qui savent se respecter et quand ils se respectent, ils se font respecter. Donc, on a tout à gagner à faire ça, même si c'est pas le plus évident pour certaines personnes, ceux qui n'arrivent pas à dire non. Mais il y a un beau travail derrière et on peut que gagner en faisant ça. Alors, bien sûr que des gens qui vont profiter de vous vont peut-être s'éloigner de vous, mais c'est une bonne nouvelle. Et finalement, vous allez attirer à vous des gens qui sont capables de vous respecter. Voilà. Et c'est effectivement être authentique, donc se respecter. Donc avant, moi, ce que je dis aux gens, c'est temporiser. Si vous n'arrivez pas à dire non, alors vous avez envie de dire non, dites, écoute, je ne sais pas, je te rappelle. Parce que c'est vrai que des fois, on peut être un peu bousculé si la personne, en plus, elle est un peu pushy. Moi, je dis tout le temps, temporiser. Prenez le temps quand même de la réflexion. Et une fois que vous avez réfléchi, vous vous rappelez la personne en disant, écoute, finalement, j'ai bien réfléchi. Et là, franchement, ça ne m'arrange pas. Je vais être obligée de te dire non. Et la forme est très importante. Parce que si vous dites non brutalement, vous n'allez plus avoir de gens autour de vous. Je ne pense pas que ce soit quand même l'objectif. Mais c'est de dire, écoute, j'aimerais te dire oui, mais là, tu vois, ce n'est pas le bon moment pour moi. J'ai besoin de faire ça, ça et ça avant. En revanche, je te propose, c'est qu'on fait ça une autre fois. Et si vous faites ça, vous vous respectez et vous respectez l'autre et vous respectez la relation. Sauf si vous ne voulez plus du tout de relation avec cette personne, auquel cas, vous prenez moins de pincettes. Mais si vous voulez vraiment prendre soin de la relation, c'est tout à fait possible en y mettant les formes. Et je trouve que c'est un bel exercice. Alors, c'est pas le plus simple, ne serait-ce que les gens qui vous appellent au téléphone pour vous faire vendre des trucs au téléphone, arriver à en placer une et leur dire gentiment, écoutez, je ne suis pas intéressée, belle journée à vous. Il y en a qui n'arrivent même pas à faire ça. Donc, c'est vraiment de l'affirmation de soi. Donc, la forme est très importante, mais il faut être clair aussi avec soi à quoi je dis oui et à quoi je dis non. C'est 15 heures. C'est l'heure, ouais. Ce que juste vous allez dire là-dessus, c'est le non, c'est pas forcément catégorique, enfin c'est pas forcément noir ou c'est blanc. Voilà, c'est pas binaire en fait. Quand les gens vous demandent, considérez que c'est pas binaire et qu'il n'y a pas juste oui ou non, mais qu'il y a d'autres options. Et parler de vous, c'est dire ce qu'a dit Amel, mais vraiment j'insiste là-dessus, c'est vraiment la solution pour répondre au non, c'est de dire là je ne peux pas. Voilà. Par contre, je peux venir, par exemple, c'est pour quelqu'un qui vous demande un coup de main et qui vous demande un coup de main un jour où ça ne vous arrange pas, plutôt que se sacrifier ou ne pas se respecter, c'est de dire, là, je ne peux pas t'aider là parce que j'ai autre chose de prévu. Par contre, je peux venir si tu veux, tel jour ou tel jour. Donc, la personne voit que sa demande est écoutée, que vous avez envie de l'aider, mais c'est juste que pas dans les conditions, c'est pas possible dans les conditions dans lesquelles vous avez demandé. Voilà. Et ça, c'est super important. Considérez que c'est pas oui ou non. Et souvent, les gens se disent mais là, je peux pas, mais je peux pas dire non, etc. Et du coup, ils parlent pas d'eux. Donc, apprendre à parler de vous, c'est aussi dire je peux pas à ce moment-là. Par contre, si tu veux, je peux venir t'aider. Je suis OK pour t'aider. Je suis OK pour répondre à ta demande. Du coup, mais à un autre moment, d'une façon différente. Voilà. Donc, c'est aussi répondre de cette façon-là. Et là, vous allez voir que c'est complètement fluide parce que vous allez montrer votre intention et vous allez vous respecter. Du coup, et vous arranger mutuellement. Voilà. Et si l'autre vous fait une demande et qui vous dit non, c'est que comme ça, non, je suis désolé, mais là, je peux pas. Voilà. C'est aussi se respecter. Et si vous respectez, du coup, lui, il trouve aussi des solutions s'il a besoin de vous. Donc, c'est un ajustement. Okay, donc, considérez pas que c'est juste oui ou non, mais c'est une demande qui est faite et cette demande, et vous pouvez faire une réponse qui est ouverte. Une réponse, c'est pas juste oui ou non, c'est OK, c'est possible dans telle condition, etc., etc. Allez, du coup, on va s'arrêter là parce que sinon, on va louper ça. On reviendra dessus, vous inquiétez pas, sur les jours à venir. Voilà, si on ne veut pas aller quelque part, comment dire non pour ne pas vexer. Eh bien, par exemple, voilà, j'irai bien me balader, oui, mais du coup, j'irai plutôt vers un autre endroit et l'orienter vers, ou plutôt, je prendrai plus de plaisir à aller là. Si vous voulez avec cette personne et qu'elle dit voilà, je vais t'emmener, on va aller à la plage là samedi après-midi, que vous n'avez pas envie d'aller à la plage mais passer du temps avec cette personne, oui, et de dire ouais, samedi ça me ferait plaisir de te voir, c'est super. Par contre, la plage samedi moyen, ça me ferait vraiment plaisir d'aller au cinéma. Ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma. Du coup, tu veux pas aller au cinéma ou plutôt en ville, etc. Donc là, ça me ferait plaisir de. Donc, c'est évoquer vraiment ce qui me ferait plaisir et c'est envoyer le bon message que c'est pas, je veux pas passer du temps avec toi, mais la plage samedi moyen. Voilà. Bon, on reviendra dessus, du coup, parce que on va regarder un petit peu l'actualité qui est quand même importante aujourd'hui et on se retrouve demain à mettre 14, 15, qu'est-ce que tu as aimé, toi? Qu'est-ce que ça m'est égal. Si ça vous va.
Moi, je pense que c'est pas mal, ça coupe moins l'après-midi. Ouais, c'est pas mal, 14 heures. Demain à 14 heures, et puis en sujet pour demain, il y a Séverine qui a proposé un thème hier. Elle a proposé ce qu'on transmet aux enfants. Je trouve ça intéressant, ça te dit? Ce qu'on transmet, les valeurs, les codes, ce qu'on transmet pas. Bah, j'ai pas d'expertise là-dessus, à part être maman moi-même. Je me sens moins. Eh ben, on fera un beau débat demain alors. Ouais, je vais peut-être plus t'écouter sur ce coup-là alors. Ouais, on échangera, ton avis sera intéressant. Enfin, ce sera Ok. un échange, une construction tous ensemble. Mais c'est un sujet intéressant. Il y a plein de choses à dire. Allez, je vous dis bonne soirée à tous et je vous dis à demain à 14 heures. À demain, bisous. Bye. Ciao, ciao. Bye.